Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Enjeux majeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. La deuxième préoccupation des Vendéens derrière la santé, c'est le logement. Un marché de la location et de l'achat très tendu en Vendée. Ça va être le sujet ce soir et au cours des prochaines semaines, vous allez voir sur TV Vendée. On va essayer de les comprendre, ces marchés, et de vous donner quelques clés aussi pour essayer de trouver le toit qui vous convient. Alors le principe de cet enjeu majeur va être légèrement différent du premier. On a décidé de feuilletonner un petit peu le thème parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et on n'avait pas envie de vous garder 3 heures d'affilée sur le plateau avec nous. Donc un premier épisode ce soir qui va être consacré pendant 45 minutes à l'achat dans le département. Et ensuite, nous parlerons de la location dans un deuxième épisode. Ensuite, du logement social dans un troisième feuilleton. Et nous allons essayer de tout récapituler dans un dernier épisode qui sera diffusé, si vous nous suivez en direct sur TV Vendée, Facebook ou encore Twitter, eh bien, qui sera diffusé au début du mois d'avril. On va donc commencer par parler de l'achat et pour en parler, nous allons avoir des experts, des élus et donc des témoignages autour de cette table avec nos invités du jour, à commencer par Didier Lebras. Bonsoir Didier. Bonsoir Caroline. Vous êtes directeur de l'ADIL Vendée. À vos côtés, on a Hélène Boursier qui est chef d'entreprise dans le bâtiment et vous êtes également à la tête de la FFB de Vendée, la Fédération française du bâtiment. En face, Antoine Verselletto, bonjour. Bonjour vous Caroline. êtes à la tête d'une agence immobilière dans le département et vous êtes également à la tête de la FNAIM Vendée, c'est-à-dire le regroupement des agences immobilières ici en Vendée. Voilà, la Fédération des agents immobiliers. Et on va terminer avec Franck Roy, maire d'Aizenay, qui va être le témoignage terrain et le témoignage d'expérience de cet épisode pour nous raconter un petit peu comment ça se passe dans votre commune à Aizenay quand on veut acheter une maison ou un appartement. Pour m'accompagner, à mes côtés, Colline Davy, journaliste à la rédaction de TV Vendée. Bonsoir Colline. Bonsoir. Et on va justement commencer ensemble. On va commencer par parler de l'achat en Vendée avec cette question, Colline. La Vendée, on a toujours dit que c'était une terre historiquement de propriétaires, mais est-ce qu'elle ne serait pas en train de bouger un petit peu cette terre de propriétaires ? Alors oui, on l'a dit, la Vendée est une terre historique de propriétaires. Pour donner quelques premières indications, 72% des Vendéens le sont, ce qui en fait le département de France avec le plus fort taux. Et la plupart du temps, ces Vendéens vivent dans une maison. 84% d'entre eux sont dans des maisons individuelles. Alors forcément, avec l'augmentation de la population, le foncier diminue drastiquement depuis plusieurs années. Pour essayer de satisfaire la demande, plus de 4000 logements neufs sont construits chaque année depuis 2012. En 2022, ce chiffre atteint même 4829, la plupart pour des maisons individuelles. On construit, mais on achète aussi beaucoup de logements déjà existants. Les ventes ne cessent d'augmenter. 14 000 maisons en 2021, c'est le double de 2014. Et puis en ce qui concerne la géographie de ces logements, ils suivent là encore la demande et sont situés principalement sur le littoral et dans le nord du département. Enfin, pour réduire l'étalement urbain, nous reviendrons sur ces problématiques avec nos invités. On construit aujourd'hui pour moitié dans l'enveloppe urbaine. Ils sont également sur des parcelles plus petites, ce qui permet à la fois de grignoter moins de terre et de réduire les prix à l'achat. Car la Vendée se caractérise aussi par un salaire médian plutôt faible. Face à l'augmentation des prix du foncier, il est devenu compliqué parfois d'accéder à la propriété, voire même impossible. Ainsi, selon l'ADIL, attention, il faut suivre, le salaire médian ne permet pas d'acheter au prix de vente médian sur certains territoires. C'est le cas pour les agglomérations des Sables-d'Olonne et de La Roche-sur-Yon. En revanche, du côté de Fontenay, le foncier est un peu plus accessible. Il est donc de plus en plus compliqué, on l'a dit, pour les Vendéens de suivre ce modèle pourtant culturel. La préfecture et le conseil départemental ont dévoilé un plan départemental de l'habitat et de l'hébergement pour la période de 2022 à 2027. Et dans celui-ci, ils confirment leur volonté politique de soutenir l'accession à la propriété, justement parce que c'est culturel. En revanche, ils soulignent la nécessité de s'adapter aux contraintes, notamment avec des logements plus petits, plutôt dans les centres-bourgs plutôt qu'aux abords des villages et des villes, et en achetant plutôt de l'existant que du neuf.
Didier Leroy, c'est plus ce que c'était la Vendée, terre de propriétaires? Si la Vendée elle reste la Vendée, c'est simplement qu'on a des usages qui commencent à être un petit peu modifiés, notamment parce qu'on a un grand nombre de nouveaux arrivants sur le département. Colline l'a indiqué, on a aujourd'hui, sur les dernières statistiques, un peu plus de 5000 nouveaux arrivants qui arrivent sur le département en termes d'accroissement de population. Et donc avec des gens qui ont éventuellement des réflexions ou des comportements qui sont différents puisqu'ils habitaient d'autres territoires. Donc ils viennent, pour certains, à la retraite. C'est plutôt les populations vieillissantes qui arrivent sur le littoral. Et puis on a aussi des jeunes actifs qui arrivent sur notre territoire pour venir travailler. Et donc ils viennent bouleverser un petit peu la physionomie, le paysage qui était connu jusqu'ici dans nos contrées, dans nos villages, qui peut amener à des problématiques locales, notamment sur certaines communes. On l'a vu ou on l'a entendu à travers des expériences au Sainte-Flève-des-Loups, avec des personnes qui avaient des difficultés éventuellement à entendre les cloches sonner, à entendre le coq avec le une matin. Communication de la part du maire et assez une communication de sa commune. avec une communication du maire et de la municipalité qui était assez claire. Voilà, on peut vivre en monde rural, il faut simplement s'adapter également aux conditions. Donc des changements de comportement qui sont issus sur des aspects sociétals également. On a aussi des modifications, on a de plus en plus de familles qui se séparent, des contraintes, donc tous ces changements également sociétals amènent des modifications dans les modes d'habiter. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent également dans les agences immobilières ? Alors oui, je confirme les propos de Didier. Et c'est tout le paradoxe, finalement, ces dernières années. On a, depuis 2016, le marché immobilier a fortement augmenté. Puis il s'est accéléré avec la pandémie, avec le désir, je dirais, de nature et d'ailleurs. Et donc la Vendée en a bénéficié particulièrement, et l'ensemble de l'arc atlantique. Donc c'est vrai qu'on a eu un afflux de population extérieure, des gens qui souhaitaient partir des grandes villes pour venir peut-être trouver un peu plus de nature, travailler sur des territoires peut-être plus faciles, en tout cas avec plus agréables liés à cette contrainte sanitaire. Et donc on a vu un marché qui a fortement augmenté ces dernières années dans l'ensemble des agences immobilières et sur l'ensemble du territoire de la Vendée. Est-ce que ce marché, il devient par conséquent de plus en plus sélectif ? Alors bien évidemment, il devient sélectif parce qu'on a eu par derrière, évidemment, le deuxième effet, c'est on a eu une augmentation des prix assez phénoménale. Si on regarde sur La Roche-sur-Yon, c'est 50% d'augmentation en 5 ans. Sur les Sables d'Olonne, c'est 60%, ce qui est énorme, et particulièrement ces 3 dernières années. Donc on peut bien évidemment, c'est quasiment impossible à suivre. Alors évidemment, le deuxième bénéfice de ça, l'attrait, c'était qu'il y avait des taux qui étaient relativement faibles. Aujourd'hui, tous les feux étaient ouverts jusqu'à il y a encore 6 mois à peu près. Aujourd'hui, on arrive à une fin de cycle et à un marché qui se retourne un petit peu. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus compliqué d'acheter puisque les taux sont remontés et puis les prix sont restés à la hausse. Ils commencent juste à se stabiliser actuellement. Alors, on va voir dans un instant au niveau des SNES, si vous le ressentez également, Franck Roy. Didier Lebras, est-ce que ça veut dire que ceux qui pouvaient acheter jusqu'à il y a quelques années encore ne peuvent plus aujourd'hui en Vendée ? Alors ça dépend des catégories sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la construction neuve, par exemple, était porté fortement depuis de très nombreuses années en Vendée par les primo-accédants. Donc ces primo-accédants, très clairement, on les voit en fait déserter la partie de la construction neuve parce qu'ils ont des difficultés effectivement à pouvoir acheter un terrain où ils le souhaitent et faire construire une maison dessus. Donc on a une diminution de la part des primo-accédants. On avait, encore il y a quelques années, alors c'est encore vrai malgré tout dans le bocage, où on a à peu près 45% de la construction neuve qui est portée par la primo-accession. Aujourd'hui, à l'échelle départementale, on descend à 20%. Donc ça veut dire que cette part de primo disparaît de l'ensemble du paysage de la construction neuve. Et on voit apparaître d'autres phénomènes qui sont alors, pas inintéressants, mais plutôt des secondo-accédants, qui sont éventuellement des gens qui ont aujourd'hui une 50aine d'années, qui voient en fait leurs enfants partir et avoir des maisons éventuellement un peu grandes, éventuellement placées un peu en dehors du bourg, et qui ont tendance à revenir assez classiquement en fait vers une centralité, sur des terrains un peu plus petits, et refaire construire. Ça veut dire que le marché continue, mais avec d'autres acquéreurs. Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel, puisque ils achètent un terrain et qu'ils font construire, ils font marcher l'économie, et en contrepartie, ils revendent également un bien
dans lequel leur occupation était peut-être un petit peu limitée, puisqu'ils étaient plus que 2 dans une grande maison, et qui pourra servir sur le marché de l'existant à une autre famille en devenir. Laisse leur place à la génération suivante. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt du cycle économique dont parlait Antoine, c'est-à-dire qu'un bien, il est jamais perdu, à moins d'être vacant ou détruit, mais dans 9 cas sur 10, c'est un bien qui se renouvelle et qui fait éventuellement la proposition ou l'opportunité d'un autre type d'accédant. Donc, on a toujours, bien évidemment, des accédants qui accèdent à la propriété. Ils ont des contraintes qui sont des contraintes successives depuis quelques années, des problématiques de normes qui sont intervenues dans le neuf, des coûts en termes de matériaux qui ont fortement augmenté, des problématiques aussi qui sont également plus restrictives en termes de conditions d'octroi des prêts. C'est vrai pour les taux, mais pas que. C'est aussi certains établissements qui sont plus regardants sur la localisation entre l'emploi et le domicile, parce qu'on sait que le coût de trajet pour des salariés qui sont ouvriers ou employés est important, impact sur le budget, c'est la deuxième voiture, mais c'est pas que la deuxième voiture, c'est l'entretien de la voiture. Et donc les établissements bancaires prennent en compte davantage effectivement ces éléments. Moralité, ils peuvent se retrouver à avoir effectivement des limitations dans l'octroi de prêts. Et donc, ça, conjugué à des phénomènes d'augmentation de taux, on a rapidement, sur un ménage, aujourd'hui, on parlait de revenus médians, mais sur des primo-accédants, on est de l'ordre de 2 600 € de revenus. Sur 2 600 € de revenus, c'est assez simple. Vous prenez un tiers de leur capacité, ça représente 850 €, et 850 € sur 25 ans, à 1%, ça représentait une capacité de 185 000 € d'acquisition. Si vous prenez 3 points, vous prenez 4 points de plus en termes de taux, le budget qui était possible à 180 000 € n'est plus possible qu'à 140 000. Et avec 140 000, en clair, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui. On n'a pas grand-chose en Vendée. Voilà. Franck Roy, monsieur le maire, elle change votre commune justement à Esnay ? Oui, elle change inévitablement parce qu'on s'était vu il y a quelques mois pour parler d'évolution d'Esnay. Aujourd'hui, Esnay, juste pour resituer quelques chiffres, donc 10 500 habitants, on a 4 050 résidences principales. 4 050 résidences, maisons sur Esnay, et c'est 94% de résidences principales. La configuration de la population, c'est ce que disait aussi Didier tout à l'heure. On a beaucoup d'actifs. C'est plus de 4 000 emplois déjà sur Esnay. On a une configuration de la population qui donne une part belle aussi à la jeunesse et aux actifs. Et puis on a aussi des retraités qui sont originaires d'Esnay, bien évidemment, mais d'autres qui viennent s'installer à Esnay. Et donc, on voit un parcours résidentiel qui est en train d'évoluer. Là où il y a quelques années, on allait directement sur de la résidence principale en acquisition, on va avoir une demande de plus en plus forte, notamment en matière de location. En location, pourquoi ? Parce que, déjà, les familles, la cellule familiale se dessert. On avait quelques ratios. Il y a quelques années, la famille composée était de 3,7 personnes sur Esnay. Aujourd'hui, on est à 2,4. On a donc des... Ce qui veut dire de plus en plus de familles monoparentales, Exactement. de personnes seules. C'est pas qu'on est en train de couper les gens. Non, non, surtout pas. La cellule évolue. Exactement. Mais ça a aussi un impact sur la demande du nombre de logements et donc le foncier, il en a parlé tout à l'heure, la problématique du foncier. Et donc on va avoir ce parcours résidentiel. D'abord une personne qui va venir s'installer sur Esnay, en raison justement d'une forte attractivité. Alors, la Vendée est très attractive, notamment en matière d'emploi, en matière économique. Et vous avez une position stratégique entre La Roche-sur-Yon et Challans. Oui, vous êtes au milieu. Ça, c'est sûr. L'arrivée du lycée fait aussi, depuis quelques années, parce que le lycée a été annoncé en 2015, validé en 2016, on a vu des entreprises qui ont décidé de venir s'installer sur Esnay parce qu'inévitablement, il y avait un bassin d'emploi qui allait venir. Des parents qui ont envie de venir s'installer à Esnay ou dans la proximité immédiate d'Esnay avec des enfants. Et donc, tout ça, ça a un effet très, très vertueux, bien évidemment, pour l'attractivité du territoire. Mais ça génère effectivement cette demande, à la fois de
de logements, de locatifs pour des actifs, des jeunes actifs, ou moins, mais en tout cas pour des actifs. Et donc, là aussi, on a des besoins pour accueillir ces actifs le temps qu'ils viennent s'installer sur le territoire. Donc là aussi, les collectivités, elles ont régulièrement un rôle à jouer en la matière. Hélène Boursier, je disais que vous êtes donc chef d'entreprise, vous êtes dans le bâtiment, dans la construction notamment de maisons, enfin de logements. Vous avez l'impression, vous aussi, vous le sentez, que les demandes, elles changent? On vous demande, par exemple, des maisons de plus en plus petites ou de plus en plus d'appartements? Alors, je voulais revenir, moi, sur la construction neuve et notamment sur le primo-accédant. C'est vrai qu'on a vu une chute drastique de la demande de construction neuve par les primo-accédants. Le jeune couple qui s'installe, qui démarre dans la vie. Voilà, les ventes se sont vraiment fortement chutées. On sent depuis le dernier trimestre 2022 où il y a une baisse de plus de 40% de la demande. Et c'est lié forcément à un coût du foncier qui a beaucoup augmenté, on le disait tout à l'heure, des prix à la construction aussi qui ont augmenté et un accès au crédit qui s'est vraiment resserré. On a quand même des données comme, je pense que c'est un couple, deux couples sur 3 ou 2 jeunes sur 3 qui n'ont plus forcément accès au crédit actuellement, donc ils se voient refuser leur crédit. Donc, effectivement, il y a ça d'un côté, et de l'autre, effectivement, pour pallier à ce pouvoir d'achat de maisons ou de construction qui a drôlement qui a augmenté, donc ce pouvoir d'achat qui a baissé, on a des demandes de maisons qui sont plus petites, effectivement. J'ai pas la moyenne, mais c'est ce qu'on constate, des logements plus petits avec peut-être une chambre en moins, alors qu'on aurait fait plutôt 3 chambres, mais les gens vont alors se garder la possibilité de construire une extension plus tard, donc les gens revoient leur projet à la baisse. Il y a une question, alors que là je pose à la tablée entière. On a souvent pris le Covid, la période Covid, notamment le premier confinement, comme une période tournante où on se met à délaisser les grandes agglos, les grandes villes, pour se tourner vers les villes plutôt de taille moyenne ou des départements type Vendée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des choses que vous avez ressenties sur le terrain? Je ne vous vois pas forcément très d'accord avec ma question. Alors, c'était un moment d'accélération, mais en réalité, ce phénomène, il était déjà présent préalablement. Et l'attractivité, d'ailleurs, de la Vendée, depuis de nombreuses années, faisait que depuis au moins 2014-2016, en tout cas, pour parler plus récemment, on avait ce flux migratoire vers la Vendée. Donc finalement... Ce mouvement serait plus ancien finalement. Le mouvement est plus ancien, en tout cas vers finalement ce qu'on a appelé la revanche des sous-préfectures entre guillemets, et donc vers une territorialité, je dirais, décentralisée. Mais donc ce mouvement, il était déjà prégnant. Maintenant, évidemment, il s'est accéléré avec cette période sanitaire où les gens ont recherché, si vous voulez, un peu plus d'espace. C'est vrai que les demandes qu'on avait particulièrement, c'était un bout de jardin, un balcon, enfin en tout cas, il y avait cette envie vraiment de nature et d'espace un peu plus important. Et on a aussi constaté un investissement plus important sur le logement de la part de nos clients qui ont peut-être décalé des investissements peut-être sur le voyage, où à un moment donné on se posait la question, est-ce qu'on va pouvoir continuer à voyager ou à se déplacer les week-ends, etc. Et donc ils sont peut-être réinvestis dans leur logement, avoir des espaces plus cocooning. On a des pièces supplémentaires, des pièces pour peut-être aussi travailler, parce qu'il y a eu à un moment donné le phénomène télétravail. Alors, il s'est peut-être un petit peu tassé aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, on a investi un peu plus dans les logements et on a consacré une part plus importante au logement, plus de confort dans les logements. Et donc, ça, c'est une donnée tangible et qui est encore vraie aujourd'hui. Donc, finalement, ça a été un accélérateur de la décision, de la prise de décision. Oui. Vous avez vu de nouveaux habitants, Franck Roy, oui, sur Vézenay. Oui, on a régulièrement de nouveaux habitants. Le nombre de logements nouveaux par an est quasi identique. On accueille à peu près une centaine de nouveaux logements par an sur Vézenay. Mais je rejoins totalement Antoine parce que on a vraiment vu, et ça ce sont les chiffres des documents d'instruction d'urbanisme, on a vu une explosion des demandes de réaménagement des maisons actuelles, existantes. Alors effectivement pour améliorer l'habitat, pour améliorer, on va dire, le confort chez soi.
quitte à y passer du temps, autant qu'on soit bien. Exactement. Donc on a eu beaucoup plus de piscines, on a eu des vérandas, donc des nouvelles pièces. Donc on a vraiment senti ce besoin de confort chez soi, dans sa résidence dans laquelle on est au quotidien. Ouais. Alors, je vous propose d'avancer un petit peu parce que finalement, 3 quarts d'heure, ça passe assez vite. On a dit de plus en plus de monde. Il y a aussi de moins en moins de place. On va essayer de glisser un petit mot quand même sur cette ZAN, là, cet objectif de zéro artificialisation supplémentaire. En tout cas, horizon 2050, ne plus mordre sur les espaces agricoles autour des communes, alors qu'il faut continuer à construire des maisons. On a un marché de la construction qui ne facilite pas forcément non plus les choses. On a des matériaux qui coûtent de plus en plus cher, de l'énergie également pour vous, constructeurs, que vous devez répercuter le moins possible, pour essayer de garder des clients sur vos factures. Et en parallèle de ça, on a des salons de l'immobilier qui se multiplient dans le département. Ça a été la saison il y a quelques semaines. On est allé dans les allées, on en a parlé dans les JT de TV Vendée, notamment avec une personne qui représentait une entreprise, je crois, Colline, qui nous a fait des remontées du terrain. C'est ça, tout à fait. Alors on l'a dit, il y a des prix du foncier qui augmentent, des coûts des matériaux également, l'énergie aussi qui joue sur les prix à mettre, la main à mettre au portefeuille en tout cas. Et dans le même temps, le profil des acquéreurs vendéens qui se diversifie. Du coup, pour cette commerciale, vous allez l'entendre, le marché vendéen est en pleine mutation. On écoute ça. On sait que l'immobilier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et il y aura toujours des personnes qui voudront effectivement devenir propriétaires de leur maison. C'est un département qui bouge beaucoup. Donc on accueille du primo-accédant, on accueille du secondaire, on accueille des retraités, on accueille de l'investissement aussi, parce qu'il y a toujours du Pinel sur les Sables et sur Saint-Gilles, il faut le savoir. Donc il y a de la demande, il y a du terrain. Il y a de la demande, il y a du terrain et il y a de la main-d'œuvre pour accompagner toutes les demandes, Hélène Boursier. Il y a de la main-d'œuvre. Je pense que la Vendée, je pense qu'il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas un secteur d'activité où on ne pourrait pas embaucher plus de main-d'œuvre. Le bâtiment, comme d'autres, le tourisme, etc. Donc, effectivement, on a des entreprises qui ont des carnets de commandes qui sont bien remplis actuellement. On a en moyenne 8 à 9 mois de travail devant nous. Donc, effectivement, les entreprises, à l'heure actuelle, peinent à répondre à toutes les demandes. Si on a pu constater une baisse des dépôts de permis de construire de manière générale, en tout cas les mises en chantier, elles vont bon train et là les entreprises sont vraiment très, très occupées et effectivement on pourrait manquer de main-d'œuvre actuellement. Et ce n'est qu'un paramètre supplémentaire donc à prendre en compte dans toute votre activité en ce moment. Oui, tout à fait. Alors pour dire sur le coût des matériaux, on parlait de l'énergie. En fait, c'est vrai qu'avec la crise de l'énergie qu'on connaît actuellement, on a des prix des matériaux qui ont flambé. On a eu des hausses successives, que ce soit sur tout ce qui a besoin d'énergie, comme les tuiles, le carrelage à la production. Les prix ont pris 30-40% depuis un an, quoi. Donc effectivement, tout ça contribue à renchérir le coût de la construction. En plus du foncier, etc. Et des devis qui ont des durées de vie de plus en plus courtes pour pouvoir rester collés à la réalité du marché face à des potentiels acquéreurs ou clients qui, eux, il faut qu'ils essaient de trouver du temps pour avoir des fonds pour pouvoir financer. Tout à fait, mais là, c'est pas trop de notre fait entreprise. Le fait que les prix puissent être augmentés, que nos prix de nos fournitures augmentent régulièrement, ne nous permet pas de maintenir des devis de validité 3 mois comme c'était auparavant. Maintenant, c'est des devis qui sont plutôt valides 1 mois. Ceci étant dit, un devis signé aujourd'hui, si le chantier n'intervient que dans 6 ou 7 mois, forcément, il faut aussi anticiper les hausses de prix qu'on nous annonce, quoi. Et pour accompagner, et là c'est un peu pour introduire la suite, pour accompagner quand même les acquéreurs ou les futurs constructeurs, en tout cas ces personnes qui veulent acheter un bien, il y a des aides qui sont faites et qui peuvent arriver de pas mal de canaux différents. Donc pour aider, on a ce qu'on appelle des guichets uniques qui sont notamment aussi mis à la disposition des personnes qui veulent construire ou acheter. Tout à fait. Il y a de nombreuses aides d'ailleurs pour rénover son logement, mais ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver pour les habitants. Donc pour faciliter
Pour faciliter l'accès à toutes ces informations et à toutes les ressources disponibles, plusieurs villes ont ouvert un guichet unique, c'est notamment le cas dans le sud Vendée ou du côté des Herbiers, un peu partout en Vendée. Ils permettent de rendre tout cela un peu plus clair et ça a l'air de fonctionner, on peut l'écouter. L'OPA existe déjà depuis de nombreuses années sur l'île, mais force est de constater que les budgets étaient votés, les enveloppes budgétaires étaient là, mais n'étaient pas utilisées par manque de communication. Et les gens qui voulaient faire des travaux étaient un petit peu perdus. Là, on a mis en place un guichet unique. Donc les gens qui ont un projet viennent à la communauté de communes, ils sont reçus, ils présentent leur projet, et après, on les dispatche vers les différentes organisations qui distribuent les aides. On avait ouvert l'année dernière cette initiative nouvelle qui permet à nos habitants de pouvoir toucher l'ensemble des aides qui existent. Et vous savez, c'est compliqué. Il y a des aides de la région, il y a des aides de l'État, il y a des aides du CIDEV, il y a des aides de l'ADIL. Et en fait, tout le monde est là en même temps sur ce lieu. C'est un peu ce qu'on appelle le guichet unique. Et donc, on a des objectifs qui sont parfois explosés sur certaines aides, par exemple les aides régionales. On est à 3 fois plus de dossiers qu'on pensait avoir. Pour un certain nombre d'aides à la transition énergétique, on a déjà dépassé nos objectifs aussi. Et donc, c'est une satisfaction. Donc là, on l'a vu, on a commencé du côté de Noirmoutier, ensuite on est parti du côté de Terre de Montaigu, qui sont des zones en tension, particulièrement au niveau de l'achat. On a parlé un petit peu au début d'habitude de cette terre en Vendée qui était une terre historiquement de propriétaires. Est-ce qu'on peut parler, Didier Lebras, de la fin du modèle vendéen ? Vous savez, l'autoconstruction par exemple. J'ai le cousin plombier, l'oncle maçon qui vient tous les week-ends. Non mais on sourit, Franck-Roy, mais c'était souvent ça quand même, qui vient aider tous les week-ends ou pendant les vacances. Il y a tellement de normes qui arrivent, qui s'entassent. Est-ce qu'on continue à essayer de construire tout seul son logement ? Alors, l'autoconstruction, effectivement, on l'a vu disparaître dans le neuf, essentiellement. Pourquoi ? Parce que les réglementations successives ont fait que c'était difficile pour un primo-accédant, voire même accompagné de l'oncle, du cousin ou je ne sais pas de qui, répondre à l'ensemble des normes. Donc, ce métier, il s'est professionnalisé, même si c'était des professionnels eux-mêmes avec des rendus de coups de main, on va dire, successifs, c'était plus suffisant. Donc on a vu finalement une filière qui s'est transformée et puis la réalisation par des constructeurs de maisons individuelles puisque c'est le marché principal sur le département. Donc ça c'est vrai. Ça reste vrai par contre l'auto-réhabilitation dans l'ancien puisque justement là les primo-accédants ils n'ont pas de problématique pour la réalisation des travaux. Donc ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas de contraintes par rapport à ça. Donc on a un changement quelque part au niveau de ces accédants où on a un transfert des accédants du neuf vers l'ancien en auto-réhabilitation. La problématique de l'auto-réhabilitation, c'est certains pourront faire, ils disposeront du budget pour acheter et améliorer, mais certains achèteront et n'auront peut-être pas la totalité du budget pour rénover correctement. Et le risque derrière, c'est de se retrouver éventuellement avec des charges de fonctionnement au niveau du logement, parce que la rénovation énergétique du logement, notamment, n'aura pas été pensée d'un point de vue rénovation globale. Donc ça, c'était un sujet. Et du coup, je rebondis sur cette rénovation globale et des guichets uniques dont vous avez parlé, puisque là aussi, premier département de France en termes de taux de propriétaires, mais premier département aussi de France, dans la couverture du département par des guichets uniques. Puisque aujourd'hui, l'ensemble du département, à part des territoires qui sont, on va dire, en transition d'y aller, est couvert par des guichets uniques. C'est-à-dire chaque collectivité, chaque comité de communes, comité d'agglomération, a mis en place en Vendée un guichet. La DIL intervient auprès des collectivités, Antoine Chéreau l'indiquait, sur des territoires déterminés pour informer, conseiller, auditer les logements et proposer des solutions de rénovation. Ces conseils sont pris en charge par les collectivités en termes de coûts. Et quelque part, l'idée de la collectivité, c'est d'apporter une ingénierie qui permette de faire le passage à l'acte pour ces particuliers. Et c'est vrai, il y a un méandre, un maquis d'aide très très important. Ça va de l'aide locale, dans certains cas, SD a eu des aides locales de la commune,
à l'échelle de la communauté de communes, à l'échelle du département, à l'échelle de la région, à l'échelle nationale. Et bien évidemment, l'ensemble de ces aides ne sont pas sur les mêmes critères, que ce soit de ressources, de gains énergétiques ou techniques. Donc à un moment donné, il faut un chef d'orchestre, c'est le principe du guichet unique, en disant vous avez un projet, on vous envoie vers le meilleur interlocuteur. Et c'est une des activités effectivement que la DIL réalise sur les territoires aujourd'hui. On a par exemple lundi en fait ouvert encore un nouveau guichet unique, c'était la conférence de presse sur Sud-Vendée Littoral hier matin pour ouvrir encore un nouveau guichet. Donc on est plutôt très très bon et c'est le seul département de France aujourd'hui qui a une couverture quasiment totale de son département. Parce qu'il y a un énorme enjeu, Franck Roy, derrière tout ça. C'est quand même la vie de nos communes. Pas de logements supplémentaires, pas de nouveaux habitants, des écoles qui ne se remplissent pas, par exemple, des commerces qui vont se vider de leurs clients. Donc pour vous, derrière, la problématique du logement, elle est très importante et elle couvre énormément de champs différents. Oui, le rôle d'un maire, c'est de s'assurer de l'attractivité, du développement et du maintien de ses services et de l'ensemble de son territoire. Donc, vous l'avez dit, Caroline, les écoles, les commerces, les associations, parce que ce sont elles qui, je le dis régulièrement, qui font vivre aussi le quotidien. En dehors du travail, c'est souvent la vie associative qui est le lien social et qui fait vivre une ville, qui donne l'âme à une ville. Eh bien, on a besoin effectivement de ces logements. Donc, il faut aussi que la collectivité intervienne à un moment ou à un autre. Moi, j'en suis profondément convaincu. Didier le disait, quand on parle du guichet habitat, il y a un véritable enjeu d'accompagnement des personnes qui viennent s'installer sur un territoire. Moi, j'ai un ratio à peu près en tête. On a un guichet habitat, un guichet unique sur le territoire de la communauté de communes Viviers-Boulogne. 1 euro de subvention que le propriétaire, occupant ou bailleur a pu obtenir, ça a engendré à peu près 6 euros de dépenses en travaux auprès des entreprises. Donc, quand vous le multipliez, on a un rapport de 1 à 6 entre l'aide et l'investissement qui est fait. Donc, ça génère, bien évidemment, une véritable dynamique économique aussi sur le territoire. Et le logement, on en a besoin dans le cœur de ville. On peut plus trop parler en extension urbaine. Mais si, alors allons-y, parlons de cet enjeu quand même. Donc oui. Cet objectif de zéro artificialisation sur les terres agricoles. Il y a un horizon 2050, oui. C'est ça, où a priori vous ne devez plus manger sur les champs autour d'Esnay. Exactement, et de toutes les communes en Vendée et Navarre. Oui, alors ça a un enjeu vertueux, bien évidemment, de ne pas consommer les terres agricoles, mais c'est vrai que ce sont des injonctions un peu contradictoires. On est dans pleine dynamique et besoin de logement, et puis en même temps, on ne peut plus s'étendre. Donc ça veut dire qu'il va falloir repenser notre urbanisme de demain. Alors on a plusieurs étapes pour ça. D'ici 2030, il faut passer à 50% de notre consommation passée et puis aller vers cette zéro artificialisation nette d'ici 2050. Bon, même si tout n'est pas encore tout à fait précis sur ce terme d'artificialisation. Il n'empêche que on ne va plus avoir, alors on parlait du modèle du propriétaire vendéen, on ne va plus avoir le modèle de la propriété vendéenne avec la maison au milieu de la parcelle qui fait 1500 mètres carrés et puis où on fait le tour tranquillement. Non, ça c'est terminé. C'est-à-dire que on a des vrais enjeux de redensification dans les cœurs de ville. Parce que la redensification dans les cœurs de ville, ça entraîne des vrais facteurs de commercialité. Donc quand on parle des commerces, si on veut mettre aussi des commerces en plein cœur de ville, il faut s'assurer qu'il y ait une zone de chalandise. Donc ça aussi, c'est quand même très, très vertueux. Nous, on le vit aussi à Esnay, puisqu'on commence à monter, à aller en étage depuis un certain nombre d'années. Donc ça veut dire que là où on avait auparavant plein de maisons individuelles, on commence à vivre dans du collectif. Mais le collectif, il faut qu'il soit qualitatif, il faut aussi qu'on lui apporte des espaces, des balcons. Antoine parlait des balcons, des terrasses, etc. Donc ça aussi, ça fait partie d'un enjeu majeur. Mais
on se doit aujourd'hui de réfléchir différemment. Et dans les centres-villes, les maisons groupées sur des petites parcelles, ça a très bien vécu. Donc moi, j'essaye d'être assez optimiste vis-à-vis de ça. On nous parle souvent de la problématique, de la promiscuité avec le voisin parce que les parcelles vont être plus petites. On n'a pas besoin de grandes parcelles parfois pour pas s'entendre entre voisins. Donc après, ça reste une relation humaine entre des personnes. Donc il y a des vrais enjeux, mais c'est des vraies opportunités aussi de développement du territoire. Est-ce que ça change la manière de travailler quand on est à la tête d'une entreprise justement dans le bâtiment ? Écoutez, le bâtiment s'adaptera effectivement à ces nouvelles contraintes et à la demande de nos clients. Mais effectivement, ça demande aussi de s'adapter et des techniques de construction aussi suivront ces évolutions. D'intervenir derrière déjà de l'existant, par exemple. Pendant un temps, on avait le BIMBY, c'est ça, le Built in my Garden, construire une maison derrière une autre maison. Donc ça implique de savoir effectivement s'adapter et de nouvelles techniques. Ben écoutez, il y a des grues, il y aura toujours des moyens pour construire, et puis ce ne sera pas forcément la majorité des cas, mais effectivement le bâtiment réfléchit à ces nouvelles contraintes, bien sûr, et on aura des solutions, et on a déjà des solutions pour ces nouveaux défis pour les années à venir. Donc vous regardez le sujet sans être particulièrement inquiet, ce n'est pas ça la plus grosse préoccupation du moment dans le secteur du bâtiment ? Non, écoutez, c'est vrai que la préoccupation du moment, c'est comme on le disait, c'est cette hausse des prix, cette raréfaction du foncier qui font que la demande baisse actuellement. Mais pour l'avenir, le bâtiment a toujours eu des hauts et des bas et des défis à relever. On saura s'adapter à ces nouvelles demandes. Un petit mot concernant également le BRS. On va s'intéresser à ce nouvel acronyme qui est une nouvelle manière de s'installer dans le département, mais un petit peu ailleurs également, évidemment. Colline, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors le BRS, c'est le bail réel solidaire. En fait, c'est un nouveau moyen d'accéder à la propriété pour notamment garder les jeunes sur ces communes, oui. Donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été la première commune à le mettre en place en Vendée, mais depuis, c'était destiné principalement au littoral et depuis, ça s'est développé sur tout le territoire parce que finalement, il y a des besoins dans tout le territoire. C'est un atout essentiel aussi pour garantir une résidence principale, ce nouveau logement comme résidence principale, et c'est ce que nous dit justement le maire de Saint-Gilles à l'écran. Donc Saint-Gilles s'était inscrit très tôt dans ce processus puisque bien sûr on a un problème de logement sur le territoire et on a aussi un problème d'accession à la propriété pour les jeunes. Et le BRS aujourd'hui permet aux jeunes d'accéder à la propriété en étant propriétaires de leur logement mais pas de leur terrain. Et donc forcément ça divise quasiment de 50% le prix de la maison. La prolifération des meublés touristiques fait qu'on a de moins en moins de logements locatifs. Le prix du foncier fait que les jeunes actifs justement n'arrivent plus à construire, c'est en dehors de leurs possibilités. Donc ce système-là va permettre justement qu'ils puissent construire et rester dans l'île. Et justement, c'est le problème quand même récurrent, c'est que les entreprises ne trouvent plus d'employés, les collectivités ne trouvent plus non plus d'agents pour travailler dans leurs services. Et plus grave également, c'est le fait que les soignants, on ne trouve plus de soignants on est obligé de fermer des lits à l'hôpital pour faute de personnel. Donc c'est quand même, on arrive à un niveau de problématique dans l'île qui n'est plus acceptable. Didier Lebras, propriétaire d'un logement BRS, c'est un demi-propriétaire ? Non, c'est un propriétaire nouvelle forme. Alors c'est quelque chose effectivement qui est novateur, qui est relativement récent, puisque les premières démarches datent de moins de 3 ans dans l'élaboration, la programmation de ce dispositif en Vendée. En mise opérationnelle, on va dire que globalement c'est 2022, les premiers BRS qui ont vu le jour. Ça fait partie aussi d'une des missions, puisqu'on accompagne, moi j'ai une collaboratrice qu'on met à disposition de l'organisme foncier solidaire pour accompagner ces particuliers, pour leur faire comprendre ce nouveau mode de construction. On est sur une propriété où les gens vont disposer de l'utilisation à 100% de leur logement
Par contre, il y a des contreparties. Alors, il y a des contreparties de ressources, mais elles sont relativement hautes et la grande majorité des 21 peuvent rentrer dans les plafonds de ressources pour bénéficier de ce type de logement. Et puis après, c'est vrai qu'on va dissocier. Alors, c'est un peu la difficulté de compréhension. Alors, quand vous dissociez la partie du foncier de la partie du bâti. Alors, quand vous êtes dans un immeuble collectif au 3e étage, vous achetez un appartement, que vous ayez une notion de la propriété du sol qui est en dessous au 3e étage, à la rigueur, peu vous importe. Ce qui est important, c'est de savoir si vous avez une place de parking ou un garage ou une cave, mais savoir que vous avez un tantième de propriété du foncier au 3e étage, franchement, il n'y a aucun souci. Et donc, il y a une acceptation très simple du dispositif dessus. Pour la maison individuelle, c'est plus compliqué. Et là aussi, la Vendée est novatrice, puisque ce sont les premiers logements en BRS, en logement individuel, qui ont été réalisés en Vendée. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut expliquer à la personne qu'elle sera effectivement propriétaire de son logement, mais qu'elle ne pourra pas forcément tout faire sur le terrain de l'assiette de la maison. Je prends un exemple. Si le logement qui est livré en termes de BRS ne comprend pas de garage, ce qui peut arriver, pour des optimisations de coûts, ben, si ce propriétaire veut construire un garage, ben, il n'aura pas forcément le droit. Ou alors il faudra demander l'autorisation effectivement au propriétaire du foncier pour construire. S'il veut implanter une piscine, ce sera la même logique. Et s'il veut même implanter un cabanon dans le fond du jardin, ben, il y aura une autorisation préalable qui bénéficiera ou pas. Donc tous les travaux à l'intérieur du logement sont possibles comme n'importe quel propriétaire. Les propriétaires... Dès qu'on touche à l'extérieur, là, il faut demander l'autorisation. Alors, ce n'est pas l'extérieur, c'est essentiellement sur des projets d'extension de ce bâtiment. Donc, il est redevable, donc voilà, il rentre dans le logement, il a son plan de financement, il bénéficie des mêmes outils et des mêmes types de prêts qu'un primo-accédant classique, c'est-à-dire un prêt bancaire classique, un prêt à taux zéro qui viendra compléter son apport personnel également. Par contre, il sera redevable de ce qu'on appelle une redevance pendant toute la durée de vie et d'exercice de ce logement. Et cette redevance, alors elle est extrêmement faible en Vendée, c'est une volonté du département de contribuer au financement de cet organisme foncier solidaire. Aujourd'hui, elle est de 60 centimes par mètre carré de surface, ce qui fait que pour un ménage, pour un appartement, ça va correspondre à une valeur d'un abonnement d'un mobile, et pour une maison individuelle de l'ordre de 45 €. Donc ça reste une somme relativement basse, et en contrepartie, il aura bénéficié par rapport au coût de la maison d'un abattement à peu près de 30% du prix. Et donc on va toucher à des ménages qu'on n'arrivait pas à loger, notamment les familles monoparentales, des jeunes actifs. Donc voilà, c'est quelque chose de novateur qui va. Alors ça vient des pays nordiques, ça vient essentiellement aussi du Québec. C'est des modèles qu'on a importés. Donc ça bouscule un petit peu effectivement notre connaissance très latine de la propriété, mais c'est un outil qui est à observer parce qu'il prend une progression très rapide au niveau du département et même au niveau national. Franck Roy, il nous reste 1 minute avant de rendre l'antenne. Je vous écoute. Ça fait partie effectivement de l'évolution du parcours résidentiel. Et pour la personne, pour un primo-accédant, ça lui permet aussi demain d'avoir un nouvel apport pour partir sur une autre construction. Merci d'être venu sur ce premier numéro d'Enjeux majeurs, donc qui est concerné au logement. Colline, on va poursuivre la semaine prochaine avec certains de nos invités d'ailleurs présents ce soir dans un numéro qu'on va consacrer à la location cette fois-ci, avant de s'intéresser ensuite au logement social, c'est ce qu'on disait. Alors, pour résumer, donc l'acheteur n'est plus tout à fait le même que celui qu'on connaissait il y a quelques dizaines d'années ici en Vendée. Il vieillit un peu, mais comme tout le monde finalement. Il est en même temps, il doit rassurer les banquiers. On en a un petit peu parlé, il doit rassurer ses banquiers pour obtenir l'argent. Il est confronté aux aléas de la démographie, de l'actualité internationale aussi, quand il s'adresse à des constructeurs. Donc, peut-être que la solution, justement, et Franck Roy, vous l'avez évoqué très rapidement, c'est peut-être de commencer par la location. Vous voyez la transition. C'est ce que nous verrons donc dans le prochain numéro. Si vous nous suivez justement en direct sur TV Vendée,
sur la page Facebook de TV Vendée ou sur notre compte Twitter, eh bien sachez qu'on va se retrouver même lieu, même heure, dans une semaine tout pile, donc mardi prochain à partir de 19h. On sera le 21 mars. D'ici là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de l'émission et de tout ce dossier enjeu majeur que nous consacrons au logement sur notre site internet. Comptez sur nous pour le relayer, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. On espère vous avoir apporté en tout cas des réponses assez concrètes sur ce premier épisode concernant l'achat. On se retrouve dans quelques jours pour parler de la location. Merci à tous et très bonne soirée sur TV Vendée.